Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Si vous regardez sur YouTube cette vidéo, c'est que vous êtes en replay, puisque c'est une vidéo que je fais en direct de 18h à 19h tous les lundis sur Instagram. J'accueille les personnes qui arrivent. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce livre, La voie du paganisme. Alors, on va parler de la première partie. Il y en a 4. Et je n'ai fait que pour l'instant la première partie. Mais j'ai beaucoup noté du coup. Voilà, on voit que moi je massacre mes livres. Ce n'est pas bien. Je sais. J'écris dans mes livres. Hop. Enfin, on voit pas du tout avec ma lumière de merde. Si, voilà. Donc bonjour à celles et ceux qui arrivent, bonjour, bonjour. Donc La voie du paganisme, c'est un livre qui est écrit par John Beckett, qui est un Américain, un druide aussi, et qui fait partie de l'Obod, comme moi, c'est-à-dire de l'Order of Bard, Ovat and Druids. Et puis, c'est aux éditions Danae, voilà. Et donc, j'ai dépioté la première partie. Donc, j'ai écrit dans mon livre et du coup, j'ai repris mes notes ici pour vous en faire part. Je crois qu'on fera partie par partie. Donc, dans cette première partie, déjà, ce que je trouve bien, c'est qu'il a une écriture qui est relativement accessible et ça c'est quelque chose d'important parce que je vois beaucoup de gens qui réfléchissent sur le bonjour Nature and Celtic, qui réfléchissent sur le paganisme et qui ont des fois des écritures extrêmement universitaires, ce qui est bien quand vous êtes universitaire ou quand vous vous adressez à un public universitaire. On en revient toujours à la même question que j'avais déjà soulevée dans d'autres cas, c'est que si vous voulez faire passer des idées, quelles qu'elles soient, à un moment, il faut que vous soyez plus universaliste, et même si vous êtes très universitaire, il va falloir un petit peu tempérer et vous rendre accessible aux gens qui n'ont pas forcément la culture pour des raisons X ou Y. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes ou incultes, hein. Mais je veux dire, quand on a fait des études universitaires, en général, c'est qu'on a eu la chance de faire des études universitaires et que c'est plutôt un privilège. Et donc, il faut penser à ceux qui n'en ont pas fait et donc qui n'ont pas forcément un vocabulaire parfois complexe. Et donc, il faut savoir de temps en temps un petit peu revenir à de la vulgarisation, comme on dit, sans pour autant déformer le propos. Donc ça, au moins, il y arrive plutôt pas mal du début que j'ai lu. Après, aussi, c'est une traduction. Donc, le traducteur... Excusez-moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un phare dans la figure. Cette écriture est relativement simple. Et je ne sais pas faire les vidéos en direct. Bonjour Marilyn. Ça fait sauter mon truc. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il fait donc partie de l'Obod, mais il y a un truc qui est assez drôle dans son écriture, puisqu'on est en train de parler de son écriture, c'est que à partir de la 10e page, peut-être, je me suis dit, je suis sûre qu'il est protestant, moi-même étant ancienne protestante, je sais nous reconnaître, et même baptiste. Et en fait, effectivement, dans le livre, il dit qu'il était baptiste fondamentaliste, et ça ressort beaucoup quand même encore, malgré de longues années dans le paganisme. En fait, on se rend compte qu'on Ne t'inquiète pas, Mélusine, j'étais à la bourre aussi. On se rend compte qu'on ne se défait jamais de ce qu'on a été avant et de certains
pratiques qu'on a acquis avant, mais là, pour le coup, dans une autre spiritualité que le paganisme. Donc c'était très drôle parce que Trail me dit toi tu es un ancien protestant, voire un ancien baptiste. Et oui, ça me l'a été confirmé. Donc oui, alors il y a un côté un peu aride du protestant qui ressort des fois et un petit peu carré. Parce qu'on est des fois un petit peu carré et aride. Mais le texte est quand même bien parce que je le trouve accessible, comme je vous le disais. Donc c'est bien. Donc on va passer sur les remerciements. Les avant-propos sont intéressants, mais je m'y suis pas plus... Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Alors, ensuite, on va passer... Ce qui est bien, c'est qu'il pose des questions plutôt intéressantes, comme le but de la religion, un apprentissage en spirale, et pas en ligne droite. Et puis, on a à cette première partie, donc, qui est poser les fondations. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il essaye de je vois toutes mes notes, j'ai carrément gribouillé mon livre, il y en a qui seraient morts, qui seraient en train de me haïr pour ça. C'est vraiment... Ah, on le voit pas. Si on le devine. Hop. Waouh. Et il faut savoir que j'ai même pas mis de fluo, parce que des fois je mets même du fluo et des trucs. Donc ça va, j'étais sobre. Pour une fois. J'ai quand même repris des notes aussi sur une feuille. Donc dans le chapitre 1, il va voir la fondation des religions. Je trouve qu'il donne une bonne définition d'origine qui sont assez floues. Donc, et de façon plutôt accessible. Je suis en train de lire mes notes pour relire. Donc, c'est déjà pas mal. Je vais revoir ce que j'avais noté en direct, en live. Donc, j'avais souligné une phrase, par exemple, c'est la religion qui est aussi le désir puissant de contrôler les masses, les rois et les seigneurs des guerres, une justification à leur despotisme. C'est vrai que la religion a 3 facteurs en général. C'est génial, j'ai mes applis qui m'envoient des notifs pendant que je parle. 3 facteurs. Il y a le besoin de comprendre son monde. Ça, c'est, on pense, l'origine première de la religion. C'est flou, mais on suppose que c'est ça, que la religion a servi aux hommes sans être appelée au départ religion, mais il a fallu une façon de penser qui permette de comprendre des mystères du monde, comme le ciel, pourquoi les saisons changent, pourquoi les feuilles ne sont pas pareilles à l'automne qu'au printemps. Donc c'est pour ça que la religion au départ était probablement fortement animiste, puisqu'on se basait sur des mystères plutôt naturels, des choses plutôt issues de son extérieur, et le contexte est toujours important. Là on va beaucoup parler du contexte en étudiant ce livre, parce que c'est important. Quand la religion évolue, là je vous parle en tant que pas spiritualiste, mais plutôt de quelqu'un de universitaire. Bonsoir Katluna. Il y a aussi le côté asseoir son autorité. Les religions, à un moment, au début, je pense encore plus, sont au départ une forme d'autorité, et c'est vrai que c'est une forme de politique. Au départ, une façon de lier en fait des gens ensemble sous le coup d'une loi. Alors après, ça s'est bien sûr transformé avec le temps, mais si on s'attache au début des religions, on peut fortement supposer que la religion au départ était plus de la politique. Dans le druidisme notamment, on se rend compte du rôle politique du druide, qui est peut-être presque plus politique que sacerdotal, que religieux. Et il y a un autre
facteurs qui jouent dans ces origines de la religion. Alors John Beckett en parle, mais rapidement. Il est rapido là-dessus. C'est quand même la mort et ce qu'il y a après. Donc ça aussi, c'est une grande question. Donc lui, il prend l'exemple de la Wicca, où il dit déjà on a du mal à définir l'origine de la Wicca, ce qui n'est pas si juste que ça, parce que en cherchant bien, on arrive très bien à définir l'origine de la Wicca. C'est pas d'une complexité folle. Donc là, je suis pas trop d'accord avec lui, parce que si on s'attache à voir la vie de Gerald Gardner, le contexte historique, le contexte sociologique, on comprend que la Wicca ait pu naître et se construire. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple que j'aurais donné. Les vrais exemples sont dans les religions plus anciennes, où justement on manque de textes et on... mais qui vient nous voir là? Viens, Sam? Viens là. Ah non, fais la gueule ce soir. Bon bah désolé, il y a tes fans qui t'attendent. Allez. Non? Oh, il fait son timide ce soir. Bonjour à Sophie, bonjour Étoile, et Sam, et bonjour Sam qui ne veut pas se montrer. Donc, comme je vous le disais, ah, mais si. Ah. Et voilà, j'ai détaché mon micro. Et tu ronronnes. Et bonjour Sam. Et voilà Sam. Ouh. Le plus beau des chats qui a l'air super heureux d'être porté. Hop. Je pense que vous m'entendez bien. Ah bah maintenant tu ronronnes. C'est le plus beau des Sam pour moi. Hein. Chacun a son plus beau Sam. Et son plus beau petit chat à lui ou elle. Donc comme je le disais, dans cette voie du paganisme, il parle des proto-religions, et c'est justement dans les proto-religions que se trouve l'origine de toutes les religions. Ce qu'on entend par proto-religion, c'est le tout début, jadis, quand je pense que c'était justement... Enfin, quand je pense, non, quand on peut supposer que c'était plus quelque chose de politique, qu'on n'avait pas conscience forcément du spirituel, parce que tout était lié, que c'était pas aussi coupé... pas aussi séparé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été longtemps le cas avec l'Église et l'État. Pendant le Moyen-Âge, etc., la religion a mis beaucoup de temps en fait à se séparer du politique. Donc, notre culture moderne a plus rangé les choses après. Donc, la Wicca, pour moi, c'est pas un bon exemple. Il y en a plein d'autres avant. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, il parle ensuite de la religion organique. Alors, ça, c'est un premier chapitre où il pose la question de la disparition de la religion. Si aujourd'hui, la religion disparaissait, la spiritualité disparaissait, ce que je trouve une supputation intéressante, mais qui a ses limites. Elle est intéressante de façon pédagogique parce que il demande que ferions-nous si la religion disparaissait, est-ce que nous installerions une nouvelle forme de spiritualité? Alors, tout va dépendre en fait du contexte, comme d'habitude. Si la religion disparaît et qu'on est dans notre contexte moderne, contemporain, c'est-à-dire entouré de machines, d'ordinateurs, probablement que si une religion se reconstitue, ça va être une cyber-religion. Incontestablement, je pense qu'elle ne sera plus animiste, elle sera cyber. Et elle est même déjà presque là, cette cyber-religion. Donc, la question est peut-être mal posée, il devrait dire
que se passerait-il si la religion disparaissait et si le monde disparaissait, tel qu'il est, avec toutes les avancées et les progrès technologiques? Donc c'est une bonne question, mais un peu mal posée à mon sens. Il aurait fallu en fait dépasser le questionnement pur de la religion pour essayer de se replacer, nous, dans un contexte vide. Là, si on est dans le contexte contemporain, on va vers une cyber-religion, j'en suis à peu près sûre. On va se retrouver dans Matrix. C'est-à-dire que c'est le règne de la machine, le règne de l'intelligence artificielle, et même qu'on poussera probablement le plus loin possible. Donc, je ne suis pas sûre que si on est dans ce contexte-là, on serait très religieux. La proto-religion a pu s'épanouir parce qu'on était dans un autre contexte qui était celui des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on faisait de la pêche et de la chasse pour se nourrir. On était donc obligé de faire avec son environnement, et si on voulait survivre, on survivait en général probablement assez peu longtemps, et on souffrait. Bonjour à Isa, et donc c'était souvent un peu compliqué. Et qu'on devait se nourrir. Donc on suppose que les premières religions, par exemple les peintures rupestres, étaient peut-être des signes religieux, peut-être pas du tout en fait, mais on peut supposer que si on a mis autant de temps, il le dit lui-même, John Beckett, si on a mis autant de temps et qu'on s'est fait chier à peindre des trucs dans le noir, c'est qu'il y avait une raison. La raison est probablement un peu magique, c'était de faire changer les choses avec une intention qui passe par la main, c'est-à-dire par le dessin. Donc là, on repart dans notre contemporanéité. La supposition que la religion n'existe plus est intéressante, mais je pense qu'on irait donc vers la cyber-religion. Et je suis plutôt pessimiste, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on irait vers la nature, mais je ne suis pas vraiment sûre. Alors il parle des expériences religieuses, le fait que de tout temps on a eu des expériences religieuses. Je pense que lui, dans son contexte, sache justement son contexte d'ancien baptiste, je pense qu'il a une vision de la mystique religieuse et comme de l'extase, c'est-à-dire genre tu vois la Vierge dans le ciel, c'est l'extase, ça c'est l'extase. Tu vois, encore que nous les protestants on n'est pas très vierges, hein, on est plus Jésus, mais on est plus Christ, mais c'est plus une extase comme ça, très visuelle aussi, sonore, on est plus dans des visions je pense. Et du coup, lui, son mysticisme passe par ça. Donc, moi qui suis très pessimiste, les expériences religieuses, je pense qu'aujourd'hui, elles seraient liées, si on recommençait tout, à la machine. Donc, je vous invite à relire Barjavel et le livre Ravage, qui est très intéressant, du coup, au sujet de la modernité et du fait que dans la modernité, on est dans la connexion et qu'on n'est plus dans l'interconnexion. On est dans la connexion les uns aux autres à travers du virtuel. Hein, je vous parle, on est dans le virtuel. S'il n'y a plus de religion, on peut considérer que c'est un acte magique que je fais et que vous faites. Mais dans le contexte de nos connaissances, on sait aussi que ce n'est pas magique entièrement, puisqu'il y a de la science derrière, il y a des recherches technologiques, il y a tout simplement la techno. Et donc dans Barjavel, dans Ravage, peut-être que vous l'avez lu en classe, peut-être que vous l'avez lu pour vous, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, parce que dans Ravage, Barjavel pose pas la question de la religion, mais il pose la question de la disparition de tout, de l'électricité, et donc de toute forme de technologie qui a besoin de l'électricité, c'est-à-dire pratiquement tout. Et on se retrouve à peu près au stade du chasseur-cueilleur. Donc ça serait plus intéressant comme présupposition pour se demander si effectivement
en ayant connu la technologie, mais en se retrouvant dans un monde où on est de nouveau plongé dans le chasseur-cueilleur. Ah, mais il faut le lire, Mélusine, il est vraiment bien. Et on va se rendre compte qu'en fait, c'est un cycle. Et donc, je ne vais pas spoiler la fin pour celles et ceux qui l'ont lu. Mais en tout cas, il y a toujours le cycle et que finalement, on retourne toujours à des âges obscurs. Là, je pense personnellement, et là, c'est pas du tout une hersaire, qu'on entre dans un âge obscur qui est dû à la surinformation. Ça, c'est encore autre chose. Alors qu'au Moyen-Âge, on était entré dans un âge obscur parce qu'on avait perdu une partie des informations. Donc c'est compliqué. En fait, tout est question toujours de contexte et de voyage de l'information, de voyage de la culture. Ah, la série dont tu parles, c'est peut-être Years and Years. Je cherche... une série avec il y en a eu pas mal, hein, des trucs apocalyptiques. Il y avait une série que je trouvais pas mal, c'était Years and Years, mais c'était plus sur l'évolution du monde vers un âge obscur. Après, il y a toutes les séries sur les zombies, où on retourne effectivement à presque un monde très sauvage et où on doit se battre. La plus célèbre devant être Walking Dead, ou que quand tu tombes sur une saison n'importe laquelle, tu n'es jamais perdu parce qu'en fait, tu es toujours en train de marcher et toujours en train de chercher un abri et toujours en train de vouloir te nourrir. Donc ça, c'est bien. Donc ça nous éloigne un peu du sujet, mais oui, il y a en tout cas plein de séries qui ont supputé justement sur la fin des temps et sur une apocalypse, un âge sombre, qui soit bactériologique ou technologique. Ah non, c'était un monde sans électricité. Ah bah je serais très curieuse de ça, je regarderai. C'est peut-être tiré de Ravage, alors je serais très curieuse de lire, de voir cette série. Moi qui suis très fan de séries. Alors, par contre, dans Dark Mirror, souvent ils posent des questions assez intéressantes, à la fois sur ce qu'on pourrait devenir avec ou sans la technologie, et aussi sur l'évolution justement de notre système de pensée, de spiritualité. Révolution, c'est le titre. Je demande à Mélusine qui me dit révolution. Je ne sais pas si c'est tout d'un coup un acte de révolution. Ça marche, tu me diras. Oui, je suis très curieuse. Donc, lui, il dit les religions organisées commencent à perdre leur efficacité aujourd'hui. Donc, il parle des grands monothéismes. Oui, Zen Nation, je l'ai vu, oui. Et qui renforcent la diffusion, qui perdent leur efficacité. Et c'est vrai que c'est pour la raison... Ah, d'accord. Oui, tu peux faire la révolution alors. Et la religion organique, telle que je l'ai comprise dans sa façon de l'expliquer, c'était plutôt une religion justement sans dogme, qui naît de plus de subjectivité. Et c'est vrai que si on n'est pas plus lié à un dogme, ça va être la subjectivité qui prend le dessus. Alors j'ai mis merci sur une phrase. Ah ben c'est celle-là. Les religions organisées commencent à perdre leur efficacité lorsqu'elles renoncent à la diffusion des meilleures pratiques au profit de l'orthodoxie. Lorsque la consolidation des croyances passées devient plus importante que la promotion des expériences présentes. Là, une religion perd son pouvoir organique. Là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que il faut avoir toujours le juste milieu entre le passé et le présent, entre votre propre expérience et l'expérience du monde extérieur et votre expérience spirituelle. La spiritualité se situe en fait à la frontière de 3 mondes. Lui, il en parle de 4, on verra ça après, de 3 mondes qui est le contexte, votre contexte social, culturel, civilisationnel. On aime beaucoup parler de civilisation, mais souvent on l'utilise d'ailleurs très mal ce terme. Et ça passe par votre propre expérience et par le contexte du
que le passé a apporté. J'avais fait une peinture comme ça qui parlait de ça, avec 3 femmes qui versent de l'eau l'un dans un pot, chacune l'une dans l'autre, et ainsi de suite. Ah, 2012, série post-apocalyptique. Ah, bah il y avait eu le film 2012 qui était assez mauvais. mais je regarderai. Ok, 15 ans après un blackout, je regarderai. Je suis toujours intéressée de voir comment les gens imaginent les choses après un blackout. C'est toujours bien. C'est mon côté apocalyptique. Je me prépare pour l'apocalypse. Donc lui, il a tendance par contre à rejeter toujours un peu la science. Et pour moi, la science n'est pas toujours à rejeter, surtout que la science dans son ensemble, il y a aussi les sciences humaines dans la science. Donc c'est toujours un peu flou. Quand il parle de la science, on ne sait pas trop quelle science. La science physique, les sciences humaines, toute la science. Alors j'ai bien compris que c'était probablement les sciences plus physiques. Donc on va classer là-dedans le médical, tout ce qui est recherche scientifique pure et dure, comme on peut l'imaginer, et pas les sciences humaines. Mais il reste assez flou. Je pense qu'il aurait pu définir un peu plus ce qu'il entendait par science, parce que c'est vraiment très large, et lui, pour l'instant, dans la première partie, ne le définit pas trop. Donc, j'avais noté que toute science n'est pas bonne à rejeter pour autant, parce que les sciences participent aussi au contexte. C'est-à-dire que nous, on est avancé technologiquement, on est avancé dans les sciences. Le rejeter, on ne peut pas puisqu'on vit dedans. La preuve, aujourd'hui, on parle à travers un appareil. Donc, je comprends que tu rejettes les sciences, je comprends que tu puisses carrément devenir ermite, certains le font, mais toujours est-il que là, aujourd'hui, la virtualité reste un contexte important de la diffusion d'une pensée et d'une spiritualité. Là, je passe dans les généralités. Parce qu'il dit, lui, plus nous étudions la science, plus nous réalisons que certaines choses ne sont pas aussi simples. Alors, c'est vrai et faux, parce que oui, la science fait avancer les choses et que effectivement, on va découvrir des choses nouvelles à chaque fois. Mais c'est important aussi pour nous d'avancer. Hélas, l'être humain a tendance à des fois avancer un peu bizarrement avec le progrès. Et le progrès de l'humain se fait toujours en fait sur le dos de la nature. Ça, je reconnais que l'humain a toujours voulu inscrire sa trace, mais c'est aussi ce que prônent la plupart des religions dites monothéistes, plus que les religions polythéistes, parce que il n'y a qu'un Dieu et que il dit à l'humain qu'il doit prospérer et donc se charger de la nature, alors que la nature devrait plus se charger de l'homme, ou que l'homme devrait plus se soumettre à la nature. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ça va être, je pense, à moins d'une apocalypse, assez difficile de revenir en arrière. Donc chacun, nous faisons des efforts et on va espérer que ça tienne, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de résistance. Donc il va parler aussi de ses expériences, donc par rapport alors du coup je sais pas pourquoi ça me fait penser au boson de Higgs par exemple, qui est très intéressant en science. Si vous vous intéressez à quelque chose qu'on appelle la particule de Dieu et qui est à la fois spirituel et scientifique, c'est le boson de Higgs, et c'est tout ce qui est accélérateur de particules. Ça, moi j'adore lire des trucs là-dessus, je vous conseille de lire là-dessus, c'est très chouette, très intéressant, et on se rend compte de la relativité de toute chose dans l'existence, time and space avec Doctor Who, on le sait, mais plus scientifiquement, je vous conseille de lire sur la physique quantique. C'est pas le plus simple, mais c'est très intéressant. Donc après, il va partir sur son expérience à lui. On arrive à son expérience première avec le polythéisme. Et
il va parler de la mythologie. Alors lui, il explique que ça lui a beaucoup plu, que c'est une expérience directe, et donc il a commencé avec la Grèce, comme beaucoup d'entre nous. Je pense que ça c'est dû à tout simplement notre cursus scolaire. On commence presque tous avec la Grèce, ensuite par l'Égypte. Bon, moi, ma première expérience, c'était plus l'Égypte que la Grèce. Les dieux grecs, je les ai toujours trouvés un peu relous et puis un peu patriarcaux. Et très jeune, je savais que c'était pas trop mon truc. Les dieux égyptiens aussi se tapent dessus, mais de façon un petit peu différente. À part Seth, qui est toujours pas gentil. Mais c'est un peu plus cool. Donc... il va nous parler des mythologies. Moi, je pense que les mythologies ont surtout servi à humaniser des choses. C'est-à-dire que si les dieux ont une forme humaine, c'est parce que l'humain a cherché à humaniser des choses, des concepts, et à leur donner un visage humain qui soit compréhensible. Est-ce que les dieux, quels qu'ils soient, ont vraiment un visage humain? C'est toujours une question que je me pose et qui reste une question théologique importante, quelle que soit la religion. Les polythéistes durs vous diront que oui, ils ont une forme humaine. Moi, je me situe dans la modération, dans le sens où je ne suis pas convaincue, un peu, mais parce que jeune aussi, j'ai étudié beaucoup les ovnis. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle des ovnis? Parce qu'on s'imagine toujours que les extraterrestres ont forcément un visage humain ou humanoïde. Alors que si ça se trouve, absolument pas. Et leur contexte de vie fait que peut-être ils sont tout à fait différents de nous et que ce que nous imaginons des extraterrestres est faussé. Dans le postulat qu'ils existent, bien sûr. Ce postulat, nous pouvons l'avoir aussi pour les dieux. Existe-t-il? Donc, est-ce qu'ils ont vraiment une forme humaine ou est-ce que c'est une forme sur laquelle ils nous apparaissent pour se rapprocher de nous, ou est-ce que c'est une force que nous leur avons, enfin une forme que nous leur avons donnée? La grande question de la poule et l'œuf, en quelque sorte. Et alors pour lui, je pense que lui c'est plutôt un hard polythéiste, donc il préfère leur donner un visage humain. Moi j'en sais rien, je pense que le visage que je donne aux dieux est plus allégorique. Je pense par exemple Cernunnos, je pense que allégoriquement il correspond au cerf, mais et que ça lui va très bien, mais je vois pas lui-même, je le vois plus comme une énergie. C'est compliqué, hein. Ça, c'est compliqué. Et chacun de ce côté-là a une expérience propre. Donc il dit qu'il faut méditer sur les mythes, et je le rejoins là-dessus, qu'on apprend beaucoup, oui, par exemple avec les mythes grecs, on apprend très bien que les mecs veulent toujours la raison sur les femmes, et qu'ils aiment beaucoup s'en prendre à elles pour X raisons, et après en plus ils leur en veulent. Donc ça, les mythes, c'est vrai, ça nous apprend beaucoup de choses. Au-delà de ça, ça nous apprend aussi les mythes, comment nos ancêtres ont vécu. C'est aussi le lien avec nos ancêtres. Donc quand ils ont laissé des écrits, lire la mythologie grecque, rencontrer la mythologie égyptienne, c'est aussi apprendre le contexte de nos ancêtres, le contexte de vie de nos ancêtres. C'est comprendre aussi comment ils se nourrissaient non pas que spirituellement, mais aussi politiquement, mais aussi culturellement. C'est se rendre compte des différences aussi, et parfois aussi, comme la culture voyage, de voir ce que chacun a retiré, parfois volé aux autres, et comment ces choses se sont imbriquées les uns dans les autres. Donc ça, c'est important de connaître l'histoire, et l'histoire de l'art, peut-être beaucoup pour moi, mais moins pour vous. Mais l'histoire, c'est toujours bien de relire un peu, même des choses de vulgarisation. Ce que moi je conseille souvent de relire, en fait, c'est tout simplement des chronologies, parce qu'on a tendance à oublier avec le temps la chronologie, et du coup, c'est vrai que le temps, qui est de toute façon très relatif, quand on s'intéresse à ces questions de physique quantique et de bosons de Higgs et d'accélérateurs de particules, on a tendance à faire une boule du temps, et je m'en rends compte quand je discute avec des gens
sur des forums, tout est un peu écrasé temporellement, alors que c'est pas le cas. Donc, si vous avez envie de vous replonger dans l'histoire et que vous êtes païen et que vous voulez vous réinscrire dans une forme de reconstructionnisme, je vous conseille en premier lieu déjà de relire un peu une chronologie de l'histoire, tout simplement de l'humanité, depuis ses débuts, de ce qu'on connaît, jusqu'à aujourd'hui, juste pour resituer dans une période les choses. Et après, d'attaquer avec les mythologies, mais au moins vous situerez la période à laquelle ça a été écrit ou ça a été produit, et ça c'est pas mal. Donc Beckett dit dans La Voie du paganisme que notre rôle consiste à être à leur écoute, l'écoute des dieux, à apprendre ce qu'ils font désormais, et chercher comment nous pouvons faire partie de leur grande œuvre. Alors ce qu'ils font désormais, alors là on va retourner à la pop culture avec American Gods, que je trouve très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il American Gods parle justement du rapport du spirituel par rapport à la cyberculture, ce que je vous disais, le contexte d'ancien esprit plongé dans de la modernité totale. Et pour le coup, on peut remercier Neil Gaiman, qui a très bien réfléchi là-dessus pour nous, de façon très allégorique. Ça reste un roman d'heroic fantasy à la base, et puis ça a été une série ensuite. Mais c'est très intéressant de voir comment il a allégorisé cette problématique de revenir vers des dieux anciens, de les réveiller d'une certaine manière, dans un contexte qui n'est plus du tout le même qu'à l'époque où ils étaient actifs et à une époque où ils étaient vivants dans le cœur de beaucoup. Donc on va essayer de les nourrir, nous, pour qu'ils continuent à grandir dans ce sens-là et à reprendre des forces. Moi, je vois plus ça comme ça. Après, je dis, c'est ma vision, là, elle n'a rien d'universitaire pour le coup. Et donc, les connaître, ça nous permet de les faire grandir en nous et de les apprécier. Et les connaître, c'est pour ça qu'il faut lire plusieurs mythologies. Vous pouvez vous intéresser à différentes mythologies avant de vous fixer sur une ou plusieurs. Ça sera vraiment selon votre choix, votre sensibilité. Certains païens n'en ont pas. Ils sont plus animistes, vont plus être sur la nature. C'est quelque chose qui rappelle aussi dans le livre. Je crois que l'important, quand on se définit comme païen, c'est de rester accessible et ouvert. C'est-à-dire que si déjà on a rejeté, façon de parler, des religions parce qu'elles étaient trop dogmatiques, ce n'est pas pour nous remettre du dogme et un dogme trop fort. Et ça, c'est l'éternel question. Et le problème du savoir, c'est que la problématique du savoir, qui est important, on va y venir après, c'est que le savoir amène souvent le dogme. Et donc, il faut rester dans ce juste milieu du savoir, mais sans le pouvoir. Ce qui n'est pas facile. Donc, le paganisme est une problématique très occidentale. Parce qu'on se rend compte, dans d'autres pays, d'autres sphères, alors comme nous, on est quand même assez centré occidental, on oublie qu'ailleurs, des religions païennes, polythéistes, survivent, ont survécu à travers les siècles, des fois à travers des difficultés extraordinaires. Les civilisations... Je suis en train de me battre avec le câble de mon micro, si vous demandez ce que je fais. Je m'excuse, j'étais en train d'étendre ma jambe. Donc des civilisations ont réussi à faire passer leur culture à travers des difficultés énormes. Alors, un exemple typique, c'est quand même les natifs américains qui, malgré le fait de voir leur terre envahie, d'être presque tous morts parce qu'on leur a ramené des maladies à la con, on les a éliminés parce que c'était le sauvage et que forcément nous on était bien plus intelligents parce qu'on ramenait une religion intelligente, etc.
on oublie souvent qu'ils ont réussi à travers les siècles quand même à faire passer des choses à l'oral, parfois à l'écrit, mais que des choses sont passées. Et ça, on oublie trop souvent dans nos sphères occidentales que se sont battus pour garder leur culture. On retrouve un reconstructionnisme aussi au Mexique. Je m'intéresse beaucoup au Mexique pour des raisons personnelles et longues à expliquer ici qui n'ont rien à voir, mais le Mexique aussi. Oui, l'autonomie spirituelle, on arrive à être son propre pouvoir, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Puis on m'a parlé aussi de la magie du chaos, mais peut-être que je m'y intéresserai une fois. Pour l'instant, je m'y intéresse peu. Mais toujours est-il que le problème du paganisme aujourd'hui, c'est un problème en fait occidental, de reconstruction occidentale. Et donc, on peut saluer justement, l'avancée, enfin la volonté des peuples qu'on a voulu soumettre et qui ont réussi à garder leur culture spirituelle. Les natifs américains sont un des meilleurs exemples qu'on puisse donner. Et encore aujourd'hui, ils sont mis de côté par les Américains non natifs. Et donc, c'est très important de se souvenir de ça. Nous, on est obligé de reconstruire parce qu'on a tout cassé. Mais nous, on a en plus essayé de tout casser ailleurs aussi. Donc, on a quand même cette capacité à tout foutre en l'air, nous occidentaux, des fois, qui est pas mal, hein, on peut le dire. On est un peu la maison Dieu des civilisations. On aime casser les trucs au lieu d'essayer de les comprendre. Non, c'est mieux de tout péter, c'est vachement plus drôle. Donc ça, c'est... les Amérindiens aussi ont protégé leur culture et on pense qu'aujourd'hui, il existe encore quelques peuples perdus dans la forêt amazonienne qui ont dû encore cultiver leur culture. On pense aux aborigènes, notamment en ce moment avec les feux, qui ont dû se battre pour garder leur culture. Il ne faut pas oublier que l'Australie a été construite en envoyant des bagnards à la base. Donc c'était pas toujours des gens en plus super cool. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'occidental. Et l'occidental, lui, il est obligé de reconstruire son passé après l'avoir détruit. Ce qui est peut-être intéressant aussi, mais ce serait bien d'arrêter de piller et de détruire le reste. Donc, eux ont cette continuité dans la pratique. Les hindouistes ont moins connu ça, même s'ils ont eu droit aux Anglais. Mais ils ont quand même conservé plus de liberté de culte, alors que souvent on essaie de convertir à tout va. C'est quel film? Il y a un film ancien sur justement ces questions avec un jésuite, un film très connu. Bon, il me reviendra plus tard, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, nous, on est là, ouais, on va reconstruire, c'est ce qu'explique John Beckett dans son livre. C'est ce que moi j'appelle le torque du païen. C'est-à-dire que on a cassé un truc, le torque, c'est l'univers. Et dans le torque, le collier torque, j'en porte pas un aujourd'hui, mais le collier torque ne se finit pas, il manque un morceau. Et nous, il nous manquera toujours ce morceau parce que c'est tout ce qu'on a détruit entre le moment où les choses se sont construites et le moment où on a commencé à détruire pour remplacer des choses. Ah, ça, il faut que je lise. Je sais que les aborigènes, je sais que là, en ce moment, ils rament beaucoup pour protéger leur culture et leur terre, mais je ne connaissais pas ça. Il faut que je regarde. Donc reconstruire, c'est louable, et donc on va se baser sur ce qu'on connaît de l'archéologie. Donc moi j'ai des tas de livres, mais il faut toujours se dire qu'on n'aura qu'une seule partie des informations et parfois qu'on interprète mal en plus. Notamment quand on s'intéresse, je le disais déjà la semaine dernière, comme moi, à des périodes comme Hallstatt ou l'Athènes.
Là, c'était carrément sans écriture. Donc, on fait des suppositions, on retrouve au fur et à mesure. Alors, un exemple que j'aime beaucoup, qui illustre très bien ça, c'est la tombe de Vix. La tombe de Vix, c'est une tombe qui a été retrouvée dans les années 50, à côté de Vix, la tombe d'une princesse celte. Et elle était couchée sur un chariot. C'était un vrai trésor. Il y a un énorme vase qui doit faire 1,60 m, qui est superbe, magnifique, que je vous conseille d'aller voir si un jour vous passez dans le coin là-bas. Et il y a une histoire très drôle au sujet de la tombe de Vix. J'ai retrouvé une photo récemment qui m'a beaucoup fait rire. La princesse en question porte un collier torque, justement. Enfin, on a retrouvé un torque en or qui fait plus de 400 grammes, un truc énorme, avec des gros tampons et des pégases. Donc déjà, on en a conclu qu'il y avait des échanges commerciaux avec d'autres peuples, on pense probablement grecs, étant donné qu'il y avait des gorgones, des pégases, donc c'était probablement gréco-romain. Mais il y avait ce collier torque. Et j'ai retrouvé une photo qui date des années 50 avec une femme qui porte le collier torque, mais sur la tête. Parce qu'au départ, on pensait que c'était une coiffe. C'est pour ça que je dis reconstruire, c'est bien, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans l'archéologie, eh bien, on est tout le temps obligé de remettre à jour notre façon de réfléchir, la spiritualité et notre reconstructionnisme. Et ça ne sera qu'amplifié avec l'avancée technologique. Donc, par exemple, ce collier torque, j'essaierai de vous retrouver la photo pour que vous voyez, mais elle porte ce collier torque sur la tête, on se croirait dans Star Trek. Donc, elle a les gros tampons du torque ici, et t'as l'impression qu'elle fait Star Wars. C'est génial. Alors que le torque, en fait, se porte tout simplement sur les épaules. Donc ça, c'est pour donner l'idée que tout ce que vous pourrez lire, c'est très intéressant et ça va vous cultiver, mais soyez toujours prêts à devoir remettre à l'ouvrage et toujours être prêt à vous dire que ce que vous a dit, c'est peut-être pas aussi juste que ça. Mais oui, mais le juste milieu, c'est justement de toujours savoir que le savoir n'est pas pouvoir. Et que justement, si le savoir devient pouvoir, il devient dogme. Et que le dogme devient tout ce qu'on fuit. Donc, le dogme est utile dans certaines circonstances, mais pas toutes. Et la voie du milieu reste la meilleure et la modération reste la meilleure. Et de toute façon, qui dit dogme dit obsession, et ça aussi, si vous êtes païen, ne soyez pas obsédés. On va y revenir. Donc, il pose la question, est-ce que je fais bien les choses? C'est toujours la question du païen, est-ce que je fais bien les choses? Et moi, je vous dirais que le doute fait partie du religieux, du spirituel. Si vous doutez, c'est déjà que vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes sans doute, c'est que soit vous êtes enrôlé dans un truc, soit les meilleurs prêtres, les meilleurs penseurs, les meilleurs philosophes, qui étaient par exemple au Moyen-Âge souvent des religieux, ce sont des gens qui ont émis des doutes et qui ont posé des bonnes questions. En fait, dans le savoir, il y a le fait de savoir poser des questions et savoir se remettre en question. Et ça, c'est pour... Oui, ta pratique est un constant aller-retour, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il faut toujours se dire que chacun a une façon de pratiquer différente. Moi, je conçois tout à fait qu'on puisse ne pas forcément aller vers uniquement ne pas aller vers le savoir ou un savoir parcellaire. Parce que nous ne sommes pas tous égaux face au savoir. Parce que certains sont des privilégiés et ont pu faire des études. Et ça, c'est très important de rester ouvert et justement à l'écoute de ces gens qui n'ont pas eu le privilège de faire des études et de pouvoir leur apporter des réponses simples et que
souvent je vois des écrits qui sont très complexes et tu te dis « Ah ben non, mais comment tu veux amener des gens vers toi si déjà ce que tu écris c'est ultra chiant à lire pour moi qui suis ancienne universitaire ?» Alors t'imagines quelqu'un qui n'est pas universitaire, eh ben, c'est encore pire, tu peux pas imposer ça à quelqu'un, non, tu dois vulgariser. La voie du milieu, c'est la vulgarisation. Et des fois, c'est justement donner des exemples de pop culture, c'est faire ça, parce que on est obligé de se dire que tout le monde ne comprend pas des concepts qu'on a étudiés nous, qui sont bien dans une forme d'élitisme, ça fait du bien. Et ça, moi, des fois, ça me fait du bien de discuter de façon très universitaire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait que rédiger des trucs très chiants pour des dossiers. Donc, des fois, tu as envie de dire, ah non, maintenant, tu peux en parler plus cool. Et surtout hors contexte universitaire, où tu n'as plus de directeur de thèse derrière toi qui te fait « Alors, quelles sont tes références ?» Non, il faut un peu lâcher à un moment ça, et puis l'expérience aussi passe par là. Donc, et ce que je trouve que John Beckett réussit relativement bien, pour le coup. Bien conscient de son côté très baptiste, hein. Mais ça va. Mais donc, il dit, il n'y a rien de mal à désirer des certitudes. Alors, c'est vrai qu'on n'en aura jamais. Et moi, je pense, là, c'est personnel, que les dieux nous acceptent tels qu'ils sont, tels que nous sommes, pas tels qu'ils sont. Eux, ils s'acceptent tout seuls, oui, c'est sûr. Et pragmatiquement, je pense que la croyance doit surtout apporter du bien-être. Je pense que la croyance, la spiritualité doit apporter du bien-être, et que si vous avez un moment dans votre paganisme le sentiment de devoir des choses, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Elle doit vous apporter du bien-être, elle doit vous apporter du plaisir d'apprendre. Mais si à un moment vous avez l'impression justement d'être en cours, de voir des choses à d'autres, c'est que c'est pas la bonne chose. Donc soyez toujours vigilants par rapport à ça. Alors lui il parle de l'extase mystique. Alors pour moi c'est un sujet un peu complexe, l'extase mystique, parce que en fait je pense que j'ai toujours vécu une sorte d'extase mystique, c'est ce qui fait que je suis artiste, et donc là je n'avancerai pas ma propre expérience vu qu'elle est très particulière et qu'elle se traduit d'une façon très particulière aussi. Moi je dirais juste que comme pour le travail de l'ombre, il faut y aller avec des pincettes. Donc, il faut pratiquer, oui. La pratique passe par le savoir et la culture. Et alors lui, il parle de lutter avec les dieux, et c'est là qu'il est très baptiste. Lutter avec les dieux, non. Non, ça c'est très dolorisme chrétien. Si vous êtes païen, essayez de ne pas trop lutter avec les dieux. Si vous demandez des choses que vous ne voulez pas, vous êtes libre de dire non. Vous n'êtes pas obligé de lutter avec l'ange, comme dans la Bible. Ça c'est vraiment un point de vue ultra protestant et ultra baptiste. Je crois que l'apprentissage ne doit pas se faire dans la douleur. Je crois qu'on en discutait avant, et là je vous inviterai à relire Le nom de la rose, de le lire, hein, pas de regarder, encore que la série est pas trop mal, mais de le lire et de vous pencher sur Frère Guillaume de Baskerville, qui est très intéressant. Mais Umberto Eco est très intéressant. Il a écrit des choses sur le Moyen-Âge, par exemple, qui sont passionnantes. Guillaume de Baskerville, pour en revenir avec la lutte avec les dieux, je ne vais pas vous pitcher Le nom de la rose, hein, mais lui, il est franciscain, donc c'est l'ordre le plus pauvre. Et à l'époque, c'était considéré presque comme une hérésie. L'Église considérait ça, d'être pauvre, presque comme une hérésie. Et donc, le frère Guillaume de Baskerville est très copié de Guillaume d'Occam, qui est un vrai philosophe médiéval et théologien, et qui, lui, remettait en cause la papauté. Donc, dans Le nom de la rose, vous avez cette question de lutte avec Dieu
de lutte, de questions entre le savoir et le pouvoir, entre savoir et détruire et savoir et construire. Et par exemple, si on s'en tient à la philosophie d'Occam, le philosophe est cette fois-ci plus Baskerville, mais que Eco reprend très justement dans Le nom de la rose, Occam va séparer la raison de la foi. Donc il va séparer le savoir, qui te permet d'avancer, et la foi, qui est une expérience justement extrêmement personnelle. Et c'est pour ça qu'il va remettre en cause la papauté. Et je suis étonnée qu'il n'ait pas été traité d'hérétique à l'époque. Ça reste un grand mystère. Et il dit par contre que la philosophie et la théologie finalement sont de la même famille. Donc c'est très intéressant. Et parce que là, on n'est plus dans la lutte, mais on est dans une réflexion qui n'est plus de l'ordre de la lutte. On est dans de la philosophie théologique, là. Et on est dans une philosophie qui devient théologie. En fait, c'est pour ça que les druides sont intéressants. C'est parce qu'on n'est plus dans une philosophie que dans une théologie. Et du coup, on se débarrasse un peu de ce problème de lutte avec les dieux. Alors ça reste un mystère de comment lutter avec les dieux. Donc John Becket, là, pour le coup, est très doloriste chrétien. Et je pense qu'il ne s'est pas débarrassé de ces années de bâtisse fondamentaliste, parce que je ne crois pas que dans le paganisme, on doive lutter avec nos dieux. Parfois, ils peuvent demander des choses, ou parfois, ils nous font passer des épreuves, mais ce n'est pas une lutte. Je vais faire une blague à la con, on va éviter. Hein. Donc, on va parler du rasoir d'Occam, du coup, puisqu'on était sur Occam, qui est le principe de parcimonie. Ah, déjà? Ah bah dis donc, j'ai même pas fait la dernière partie. On continuera plus tard. On parlera la semaine prochaine du rasoir d'Occam, on fera la suite. Sur l'expérience du sensible, l'origine de la connaissance. Alors on va vite faire. Hein. Donc, il faut toujours en fait se souvenir du contexte. Souvenez-vous toujours du contexte. Souvenez-vous toujours que l'objectivité scientifique reste objective et que la subjectivité est toujours de l'ordre du religieux. Lui, il dit que la mauvaise science fait une mauvaise religion. Ça dépend quelle science. Si on parle de sciences humaines, oui. Je lui dis merci parce qu'il parle de la liberté d'interprétation dans sa spiritualité. Et je le remercie parce que, en fait, il se rapproche de l'empirisme qui est celle de l'expérience personnelle. Et pour l'empirisme, on n'a pas forcément besoin de savoir. On peut chercher après à comprendre son empirisme, mais voilà. Donc il va parler du paganisme contemporain dans cette première partie, et il a une vision assez maçonnique aussi, qui est très américaine. Mais ça, c'est très américain. Toute la... Ah, il reste presque plus de temps. La construction des États-Unis s'est fait quand même sur une construction maçonnique. Et donc il y a les piliers de la connaissance, etc. Et la gradation et tout ça. Donc ça, c'est une vision très américaine et baptiste aussi. Et donc, mais ils distinguent 3 paganismes. Et donc, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, c'est bien, parce que du coup, on a encore beaucoup de choses à dire. Je vous parlerai du rasoir d'Occam, du coup, la semaine prochaine. On continuera sur John Becket. Et je vous conseille donc de le lire. Et vous verrez qu'il ouvre en fait plusieurs questions. Je vous conseille d'écrire dans vos livres et de souligner vos livres. Les livres, c'est fait pour vivre. À moins que vous vouliez le garder en collection, je ne sais pas. Mais a priori, c'est un livre qui peut souffrir un peu, celui-là. Donc faites-le un peu souffrir. Renseignez-vous sur ce qui vous intéresse. Soyez toujours sur la voie du milieu. Ne plongez pas corps et âme dans quelque chose parce que c'est le risque de vous laisser submerger. C'est ce que j'explique toujours avec le travail des ombres. Soyez toujours pragmatique, quoi qu'il arrive. Et la semaine prochaine, on finira d'étudier, ne serait-ce que cette première partie. J'essaierai d'être plus rapide. Voilà, merci à vous. Ça m'apprendra à m'étaler comme d'habitude.
je parle, et dire que dans la vraie vie, je parle pas trop. Donc, merci à vous, portez-vous bien. On continue la When Creative Challenge. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'aimerais bien publier vos œuvres sur mon blog. Vous me direz si vous voulez que votre nom apparaisse ou pas. On en rediscutera.